si on osait parler du regard de l'autre? Aujourd'hui, c'est le sujet dans notre podcast. On va le faire avec Laurence et Catherine. On va évidemment aller sur beaucoup de sujets d'une manière authentique. Ça va être hyper chouette. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter. On répondra à l'ensemble de vos questions. Comment ça va, Laurence? Comment ça va, Catherine? Bah écoute, ça roule, hein? Ça roule, toi? Ouais, très content d'être là. Et toi, Ouais. Laurence? En fait, je rigole, mais c'est parce que vous n'avez pas ce qui se passe juste avant qu'on fasse go, on tourne. Et donc, je reste encore dans cette vibration d'humour. Oui, ça va. On a décidé aujourd'hui de commencer par une petite carte. On a tiré chacun une petite carte d'un oracle. Et Catherine, tu commences par ta carte? Je n'ai pas mis mes lunettes, mais je vais faire pour un mieux. Alors, la carte « Vivez la clarté de vos actions ». Chaque action comporte son lot de répercussions, alors assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Mieux vaut prendre le temps, bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Ça te parle? Ça T'allais te dire la même parle? chose. Oui, bien sûr. L'action, c'est quelque chose de tellement fort. Quand je parle de me mettre en action, je le dis d'ailleurs dans tout. Tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Donc oui. Et ici, oui, ça me parle, mais je ne sais pas. Je ne saurais pas en dire plus pour le moment. Il faut que ça trotte, en fait. Il faut que ça Tu veux dire émerge. qu'on aura la réponse à la fin du podcast? Pas sûr. Ah, je suis sûr, on aura des éléments par rapport à ça. Je reviendrai vers vous à un moment donné. Et toi, Laurence, ta carte, c'est quoi? Alors, ma carte, c'est « Ouvrez-vous à la joie ». Ah, beau ça. Ouais, c'est beau. Et comme quoi, les oracles, ils sont toujours bien faits. Il paraît. Ouais, c'est quand même percutant parce que y a une nana qui est rentrée dans ma vie il n'y a pas très longtemps qui me parle régulièrement de la joie, de l'importance de remettre de la joie dans sa vie. Et à chaque fois, je l'entends et je me dis, ouais, elle a raison, ouais. Et j'ai l'impression qu'on oublie un peu ça, de remettre de la joie et cette beauté qu'est la joie dans nos vies. Et j'en ai parlé justement cette semaine avec mon amoureux. Quand on vit des choses qui sont difficiles dans nos vies, on oublie ça en fait. On oublie de remettre de la joie. Et donc ma carte, elle dit ceci. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Bah waouh! Donc, ouais, elle me parle. C'est puissant, hein? Ouais, franchement, elle Wow. me parle particulièrement. Et donc, je vais la garder avec moi pour la journée et je vais méditer dessus. Je vais remettre un peu de joie comme ça dans ma vie. Tu vas méditer pendant le podcast en plus? Non. Oula. Alors, méditer chez moi, ça va très vite. Hein. Ça prend 1 minute. Mais je vais prendre cette minute avec cette petite carte pour la relire, en tout cas. Ouais, elle est sympa. Et toi, Lucas, t'as choisi une belle carte? Bah écoute, oui, à l'intuition, ça aussi, c'est un sujet qu'on va faire un de ces quatre. L'intuition dans le business, c'est hyper important. Alors, je vais vous parler de ma carte. C'est une carte qui m'a parlé, évidemment, pour le moment, c'est assez puissant. C'est « Vivez la clarté de votre expression ». La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passez ensuite à l'action. Hyper parlant. Parce Ouais, que et- pour le moment, je suis en plein dans ce questionnement. Comment clarifier mes propos pour que les gens les comprennent mieux? Donc c'est hyper intéressant. Laurent, c'est quoi l'oracle? Alors, l'oracle, si vous intéresse, ça s'appelle « Je passe à l'action ». Donc, je le montre à la caméra. C'est un oracle de Sylvie Petitpas et ce sont des cartes d'affirmation. Très sympa en tout cas. Oui. J'ai envie de rebondir directement sur ce que tu disais tout à l'heure, Laurence, par rapport à la joie qui est en médecine chinoise reliée au cœur. Quand c'est relié au cœur, c'est donc quelque chose d'important. Et vu que le sujet, c'est le regard de l'autre, est-ce qu'on a des expériences peut-être personnelles ou qu'on a vécues dans nos business, peut-être parfois à des networking où on a senti en fait que notre joie diminuait ou à l'inverse augmentait au contact de l'autre, au regard de l'autre? Est-ce que vous avez des idées comme ça qui vous viennent, des networking qui sont super bien passés, des rencontres qui ont été ultra éveillantes et qui
ont permis d'une certaine manière de nous rendre encore plus forts dans notre business. Oui, moi, je fais partie d'un réseau, ça s'appelle le phare, Femmes actives en réseau. Et c'est vrai qu'à chaque événement, je me rends compte du regard qui est tellement important, mais ça va dans le bon sens parce que les 3 valeurs de ce réseau-là, c'est notamment la bienveillance, le partage et le respect. Donc, tout se passe toujours très bien. Donc, à ce niveau-là, c'est nickel. Mais c'est vrai que j'ai déjà participé à des événements où je n'étais absolument pas à ma place par rapport effectivement à ce regard, par rapport j'avais l'impression qu'on me regardait et que je n'avais pas ma place en fait. Tu avais l'impression d'être jugée? Oui, clairement. Ouais. Oui, comme si je n'avais rien à faire là. Mhm. Donc ça dépend un petit peu de l'événement, des personnes qui s'y trouvent. Mhm. Donc oui, le networking, peu importe l'événement, les apéros, peu importe le nom que ça porte, c'est intéressant de se retrouver à un endroit où on s'y sent bien Mhm. et et d'y participer dans la joie, dans la bonne humeur. Ouais. Moi, le regard de l'autre, il a eu différents impacts dans ma vie. Je pense que première partie de ma vie, il a eu énormément d'impact parce que j'étais blessée, mais profondément par le regard de l'autre, que je sentais jugeant. Et donc, ça a été compliqué. Au fur et à mesure du temps, je l'ai transformé en moteur. Et donc, je n'avais plus peur d'être jugée. Et c'est quelque chose qui m'a plutôt poussée à montrer que j'allais y arriver. Donc, quand on pouvait me dire « tu ne vas jamais arriver à faire ça, tu ne vas jamais réussir à faire ça », chez moi, ça m'a alimenté un moteur de « tu vas voir et je vais me prouver à moi-même que j'y arrive ». Donc, le regard de l'autre, j'ai essayé d'en faire un moteur et aujourd'hui de prendre beaucoup de distance par rapport à ça parce qu'il est parfois très jugeant, accusateur et donc il pourrait et il peut, chez certaines personnes, devenir bloquant et mettre l'individu en inaction totale. Je pense à beaucoup de gens qui ont des super projets et qui n'osent pas les lancer parce qu'ils ont peur de l'autre et ils ont peur du jugement de l'autre. Je te rejoins totalement là-dessus, sur le côté passer à l'action, oser pour un business ou même une affaire personnelle aussi. Ça peut être aussi oser être soi-même. Ça peut être, on a parlé déjà de la confiance en soi dans d'autres podcasts, mais ce regard de l'autre, il a un impact extrême sur quelqu'un. Tu disais, Catherine, l'impact quand tu vas dans un endroit où tu te sens accueilli, où tu te sens en respect, en bienveillance. Quelque part, c'est hyper important d'avoir ce genre de regard-là et aussi de pouvoir se rendre compte que un regard porté sur quelqu'un peut être soit un grand moteur, comme tu le disais, Laurence, ou à l'inverse, un frein immense. Et quand on a cette énergie et ce regard que l'on peut poser, ce regard que l'on dit jugeant, c'est amener un avis à quelqu'un, alors la manière où on le fait est hyper importante. Moi, je suis hyper sensible à cet effet du regard de l'autre. J'ai appris à m'en protéger et je suis passé par plusieurs phases. La phase où j'absorbais tout et je devais me conformer à ce qui existait à l'extérieur. Je faisais parfois même des choix en fonction des autres. J'ai fait ça aussi très souvent. Ça m'a toujours valu des choses extrêmement, je ne vais pas dire négatives, mais en tout cas extrêmement compliquées à vivre. Ça créait de l'angoisse, ça créait du stress, ça créait un non-alignement à l'intérieur de mon corps et il y avait forcément de la somatisation. Ensuite, à l'inverse, quand on apprend à poser un regard bienveillant, positif, avec du recul, et ça, c'est un peu des expériences coach, on apprend en fait à permettre à la personne à passer à l'action en fonction de qui elle est. Et ça, c'est la meilleure clé si on veut vraiment parler du regard de l'autre pour pouvoir s'en servir plutôt qu'en blessure. C'est un truc de dingue. Ça, il faut vraiment s'en servir. Je pense à ma coach qui m'a appris à l'époque, Isabelle Watts, qu'on recevra, je pense, à de ces quatre dans un podcast. Elle parle beaucoup du cœur. Moi, je parle beaucoup de la tête. On l'entend souvent dans les podcasts aussi. L'idée, c'est que la manière où on arrive, il faut pouvoir prendre un peu de recul pour pouvoir accueillir et créer un espace de sécurité pour l'autre. Ça, c'est hyper important. Moi, je ne fais pas souvent des networking d'ailleurs pour ça, parce que je trouve que c'est très rare quand c'est préparé pour accueillir d'une manière positive les gens. On accueille, on remplit, il faut du monde. Je vois rarement beaucoup de bienveillance. Par contre, je sais que ça existe. Ah oui, c'est ça, j'allais dire. Après, pourtant, ça existe. Le phare, ça existe, mais c'est Femmes actives en réseau. Donc, je pourrais venir avec une perruque, un de ces quatre. On a déjà pensé. On y pensera, ouais, effectivement. Mais pour rebondir sur ce que Laurence disait, dans le business, c'est vrai qu'il y en a peur avec le regard de l'autre qui n'ose pas se lancer. Et ça a été très longtemps mon cas. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais.
Oui. Ouais, Donc, ouais. Et j'ai envie qu'est- ça se travaille, en fait. Ouais, et qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour te dire, OK, tant pis pour les autres, j'y vais et je vis ma propre vie et je fais mes propres choix. Ah, simplement, j'ai rencontré les bonnes personnes Ouais, qui donc m'ont... l'entourage, en fait. Oui, 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 Ouais. l'entourage, oui, oui. C'est malgré tout un travail sur soi. C'est pas facile non plus, hein, il faut être honnête. C'est compliqué, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a eu, voilà. Mais c'est faisable. Donc, au départ, moi, quand je travaillais toujours dans l'ombre de quelqu'un. Je bossais, ça y est, pas de problème, mais toujours dans l'ombre de quelqu'un. Il ne fallait pas qu'on sache que j'étais là, etc. Maintenant, c'est complètement différent. Quand tu dis je travaille dans l'ombre de quelqu'un, Oui. je vais te poser, coach forcément, je vais te poser la question, est-ce que tu avais besoin d'avoir quelqu'un devant toi ou c'était toi qui préférais être en recul? Euh, Est-ce que je peux répondre les deux? Parce que c'est vraiment les deux, en fait. Tu peux tout ce que tu veux. C'est vraiment les deux. Il y avait, on va dire, le responsable, la personne qui est mise en avant de la scène. Et donc, moi, ça m'arrangeait très bien parce qu'on ne me voyait pas. Mais par contre, j'étais toujours en train de dire qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour être là. Je donnais le meilleur de moi. J'étais toujours à 100%. Mais donc, oui, j'avais besoin d'être en arrière et ça me convenait très bien. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un devant moi, c'est très bien, et je peux être derrière. Et si la personne me dit, à un moment donné, il faut te mettre en avant. Non, 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 non. Reste bien en avant, c'est ton job. Moi, c'est derrière. Et non, je n'aime pas. Je n'aime pas de me mettre en avant déjà. On Donc, peut parler un peu d'image parfaite, une sorte de perfectionnisme, agir pour l'autre pour que tout soit parfait, mais finalement je préfère ne pas être jugé. Ah oui, bien sûr. Oui, peur du jugement. Peur du jugement, oui, C'est un truc qu'on a un peu tous, hein, d'une certaine manière. Quand je dis Mm. tous, moi je le vois au quotidien dans les consultations, le jugement que l'on porte d'abord sur soi, l'image de soi à soi, donc le regard de l'autre, c'est aussi le regard de soi à soi. Est-ce qu'on porte un regard bienveillant ou plutôt jugeant envers soi-même? Mhm. Et là, on peut évidemment citer 150 phrases qu'on se balance de temps en temps quand on est dans des moments où c'est un peu plus dur. On est rarement bienveillant avec soi-même. Et c'est la première clé, je pense, pour pouvoir arriver à retrouver ce regard positif et bienveillant, se regarder soi-même avec compassion. Compassion, ça permet de revenir à un état de changement. Si on ne se regarde pas, non pas avec douceur, mais avec compassion, c'est de se dire comment je vais pouvoir avancer avec la situation que je vis. Et là, ça peut être hyper intéressant. Si on se met des mots qui sont bienveillants en se disant aujourd'hui, j'ai besoin d'arriver à passer à l'action, par exemple, Mhm. quels sont mes freins? Et on n'est pas responsable de la façon dont les autres nous regardent. Complètement. Parce que eux, ils ont leur propre filtre, leur propre histoire, et ils nous regardent, nous jugent avec leurs yeux à eux. Et ça, on sait pas le changer. Et en fait, au début de ma vie, quand j'étais un peu jeune et que je n'avais pas fait de développement personnel, et que quelqu'un portait un jugement, un regard sur mes actes ou sur non, tu ne deviendras jamais expert comptable ou ce genre de couillonnade, je m'efforçais et je me fatiguais à prouver et à débattre et à expliquer qu'ils avaient tort. Mais c'était une perte de temps de dingue. Et après, au fur et à mesure du temps, OK, on laisse tomber. Le temps va montrer les choses et le temps va faire que... Mais c'est aussi un grand pouvoir qu'on laisse à l'autre si on se fait impacter par son regard, en fait. Tu veux dire que le problème viendrait de l'autre et pas de soi? En fait, non. C'est tout le débat, d'ailleurs, avec Sartre. L'enfer, c'est les autres. C'est pas les autres, parce que tu ne pourras jamais changer le Non, regard on de est bien l'autre. Et d'accord. donc, c'est ta propre perception de toi-même vis-à-vis de toi que tu dois travailler et changer pour que la vision de l'autre ne vienne plus t'impacter comme ça t'impactait peut-être avant, quoi. Ou alors tu évites, alors comme Lucas fait, il ne va pas dans des événements parce Alors, qu'il sait justement qu'il y aura... oui, j'ai fait le choix je fais le choix de mes networking. Oui, Et effectivement, je vais privilégier des gens avec une certaine bienveillance et où la positivité, elle est primordiale dans le contexte pour me sentir bien dans les événements de networking, parce que le réseautage, c'est quand même quelque chose d'hyper important pour le business. Et dans des réseaux comme le réseau Phare ou le réseau Diane, enfin les réseaux en tout cas féminins, c'est là où je retrouve en tout cas plus de bienveillance et où l'accueil, il est top, quoi.
Et ça, je pense qu'il faut provoquer alors du coup les entourages qui correspondent au fonctionnement de la personne et comment on est et ce qui nous convient. Et s'entourer du coup de choses comme ça qui sont positives. Ouais. C'est ça qui est assez marrant, hein, parce qu'on disait effectivement par rapport au pouvoir que l'on Ouais. laisse de nous vers l'autre. Donc ça, c'est hyper important pour ne pas entrer dans ce côté victimisant. C'est dans le côté où quel pouvoir je laisse à l'autre à partir de ma propre perception. Et dès qu'on rentre dans ce qui est juste pour nous, mais pour ça, il faut un peu se connaître. Et dès qu'on apprend à se connaître, on va voir qu'il y a des choses qui sont héritées, il y a des choses qui sont de l'ordre parfois du transgénérationnel, de l'autre. Un côté simplement un environnement. On a fait un podcast avec Catherine sur l'hypersensibilité, où en fait on ressent ce qui se passe sans le savoir. Et moi j'appelle des événements positifs des endroits où les personnes sont alignées, peu importe leur domaine. Elles n'ont pas besoin d'être éveillées à l'énergétique ou elles n'ont pas besoin d'être éveillées, tout ça. Elles peuvent être pleinement qui elles sont. Et là, en fait, ça laisse un espace ouvert, moi je trouve, au niveau du cœur, qui est très positif. Et les liens qu'on crée à ce moment-là dans des networking ou dans d'autres événements sont, je pense, les plus puissants. On garde des liens et des souvenirs à travers un regard positif de l'autre pendant des années, voire toujours. Mhm. Quelle stratégie on pourrait mettre en place ou vous avez déjà mis en place pour nos auditeurs afin de se détacher du regard de l'autre et du pouvoir qu'il a sur nous, de l'inaction que ça peut provoquer. Catherine, toi, est-ce que tu as déjà mis une stratégie en place? Alors déjà, c'est de comprendre que c'est possible de s'en détacher, de s'en défaire. Donc, et du coup, bah oui, je me suis fait accompagner pour ça. Toute seule, pour moi, je ne pouvais pas y arriver. Donc oui, il y a des coachs, tu vois, il y a des personnes qui sont aptes à ça. Et comme je dis, à force de rencontrer des personnes qui ont vécu ça et qui ont mis aussi en place comment est-ce que je vais dire, du développement personnel en général, elles ont pu passer outre. Donc, c'est surtout en discutant. Moi, j'ai besoin de comprendre comment les personnes ont fait. En fait, c'est souvent passer à l'action, c'est limite, on s'en fout à un moment donné. C'est bon, les gens te regarderont toujours d'une certaine façon et tu t'en fous, c'est tout. Ça paraît bête, mais c'est vrai, tu t'en fous, c'est comme ça. Ils te jugeront toujours, peu importe ce que tu fais. Donc, Tu t'es dit que tu t'es fait accompagner, moi aussi. Oui. Moi, pour ça, Lucas a été une grande aide dans aussi la compréhension de l'humain et surtout de moi, par différents outils. Toi, Lucas, quelle stratégie toi tu mets en place pour, du coup, prendre de la distance avec le regard de l'autre? Alors, étant un ultra sensitif à 200 000%, je crois que des stratégies, j'en ai plusieurs. La première que j'utilise, qui est la plus rationnelle, c'est la numéro pour me rappeler, tiens, ok, comment je fonctionne, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, parfois là où je dois faire attention. Quand je vais à un événement, je ressens toujours des émotions. Ça paraît basique, hein. Quand c'est une émotion de joie, là, c'est ok, tout roule, je sens que c'est ok. Il faut qu'il y ait du vin pour la joie. Ça aide, c'est mieux. ça aide énormément. Ça aide énormément. Après, j'ai aussi le côté où je pense que le corporel est très important. Quand je vais à un événement et que j'ai une angoisse, mais que je suis obligé d'y aller, je ressens très très fort. Je ressens soit une tristesse, je ressens quelque chose qui bloque. Ça peut être aussi à l'estomac. Et en fait, là, je vais vous donner 2 conseils, mais il y en a un qui est un peu particulier. Je vous donne celui-là juste Je suis après. obligée d'entendre. Ouais, le premier, c'est la respiration. Donc, c'est d'inspirer Ouais. profondément et puis d'expirer pendant au moins 8 secondes. Donc, c'est un peu une forme de cohérence cardiaque. Ça marche très, très bien. Le second qu'on peut utiliser, qui marche très, très bien, c'est chanter avec la musique à fond dans sa bagnole quand on est sur le chemin. Et on performe. Et on se dit, moi, je me dis ça, je mets la musique à fond, je mets la plus belle chanson qui va me faire chanter à fond. Et je vais je suis au Stade de France et il y a quelqu'un qui est au fond du stade et qui doit m'entendre tellement je suis libéré du regard de l'autre. Tu peux expliquer ce que ça fait, en fait? Pourquoi est-ce que ça marche? En fait, si tu veux, l'énergie, donc en médecine chinoise, passer à l'action, c'est relié au foie. Alors le foie, ça passe aussi avec le vin, c'est assez sympa. Mais ça, c'est pour le côté plus humoristique. Pour le côté passer à l'action, en fait, l'élément qui bloque, c'est l'inertie par rapport au foie. Donc c'est quand j'ai besoin de passer à l'action, il faut que j'utilise l'élément air, donc c'est-à-dire respirer.
C'est ce qui va aider quelqu'un en fait à pouvoir passer à l'action. Pour aller vers quoi? Vers cet élément feu après, qui est l'élément de la joie. Donc c'est dès que tu as coupé ton inertie, la joie vient. À l'inverse, tu vas rester dans ton inertie et tu vas bloquer. Si tu bloques, tu vas jamais pouvoir avancer. On sait qu'en fait, au moment où tu vis l'action, c'est-à-dire au moment où tu es monté soit sur scène, soit tu es en train de parler de toi, ben là, ça commence d'office à se lâcher. Pourquoi? Parce que tu as activé ta bouche pour parler. Mais le moment juste avant, c'est comment je passe à l'action. Eh ben moi, je prépare mon passage à l'action. Quand je vais en voiture, je chante à fond. Alors, ne me demandez pas ma playlist. Rappelez-vous, c'est des performances. Donc ça, il faut chanter à fond. Ça peut être n'importe quelle chanson, mais il faut que ça déploie la bouche. C'est vraiment hyper Oui, important. vraiment le chant, pas aller mettre ses baskets et aller courir. Ouais, Parce non, que non, ça, justement, ça va fermer. Parce Ok. qu'en fait, quand tu vas commencer à courir, ton estomac, il va commencer à se serrer avec la respiration que tu fais. Et donc, sauf si tu es marathonienne et qu'aller Oui. courir n'est pas... mais chez moi, C'est quand pas je vais le cas. courir, je ressemble à un phoque. Hein, donc, faut faut être tout à fait clair. L'idée, c'est qu'en fait, ton diaphragme va se serrer. Ouais. Et quand tu vas se serrer, bah, tu vas entrer plus en stress. Par contre, en chantant, d'office, tu déploies. Et puis là, tu utilises l'air, quoi. Et donc, c'est ça qui est Exactement. important. Et donc, Ok. le fait de prendre une chanson un peu à voix, alors vous pouvez performer sur qui vous voulez, mais l'idée, c'est vraiment s'imaginer qu'en fait, quand tu es en voiture, tu es seul avec toi-même, tu mets à fond et ta voix est de toute façon pire que ce que tu vas faire après. Et tu vas lâcher, en fait, au fur et à mesure. Mais pour ça, il faut oser le faire. Il faut oser chanter dans sa voiture. C'est pas hyper compliqué. C'est hein. bon, non, Ouais. non, c'est faisable. Voilà. Oui. Donc, on pensera à Céline Dion, on pensera à Maître Gims aussi, Je me tire. On pensera à des chansons en fait, qui vont permettre de lâcher. Ça, c'est vraiment le plus important dans mes stratégies. À quel moment de notre vie commence-t-on à s'y conformer? Est-ce culturel? Est-ce éducatif? Est-ce inné? Tu vois, ce regard de l'autre. Ouais. T'en penses quoi, toi? Je pense que ça date de très longtemps. Des choses que j'ai déjà lues ou écoutées sur le regard des autres. À l'époque, si on était exclu de la tribu, clairement, le taux de survie, il n'était pas très élevé. Et donc, il fallait un peu se confronter aux règles du clan pour pouvoir y rester et survivre. Donc, chez nous, c'est un peu ancré en état de survie qu'il faut se faire accepter par la société et qu'il faut faire partie de cette société. Et donc, je pense que c'est quand même fort inné. Et c'est au fur et à mesure des expériences qu'on va pouvoir venir... diminuer cette jauge de c'est important ou c'est pas important dans ma vie. Moi, j'ai aussi appris à me taire. C'est parce que je peux être très communicante. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Mais je peux être très communicante dans les projets, dans mes idées, tu Oui. vois, dans ce que j'ai envie de faire. Mais les derniers temps, j'ai compris que me taire pouvait avoir beaucoup plus d'impact parce que je n'ai pas toujours envie de m'épuiser à entendre ce que les autres pensent de ce que je suis en train de faire, alors que ça ne m'intéresse absolument pas. Et je vais prendre l'exemple, nous l'année dernière, on a testé un business, toutes les deux. Oui. Et je t'ai dit quoi? On le dit à personne. Oui. On fait notre petit truc à nous. On l'a dit à 4-5 personnes qui étaient bienveillantes et dont le regard n'était pas jugeant. Du tout. Mais j'avais pas envie de juste perdre mon temps et mon énergie à même à entendre ce que l'autre a à me dire, alors que ça ne m'intéresse pas, parce que moi je dis souvent, je vous dis souvent, on n'écoute que des gens qui ont quelque chose déjà d'intelligent à dire, mais surtout qui sont à l'endroit où on a envie d'être. Donc, quelqu'un qui est podcasteur, qui fait des podcasts, qui performe, va venir me dire, ce serait bien que dans ton podcast, tu parles de ça, tu fasses mettre ta caméra comme ça, etc. Je vais l'écouter. Quelqu'un qui n'a jamais tourné un podcast, qui va me dire que ce serait bien de prendre un autre micro ou de changer la couleur qui est derrière moi, je ne vais pas l'écouter. Ça n'a aucun sens. Et donc, voilà, j'ai appris à me taire et j'ai appris aussi à savoir quelle personne ou non je pouvais écouter. C'est hyper intéressant. J'ai un avis qui est un peu plus coach, on va dire Oui, ça. bienveillant. Non, pas forcément bienveillant, parce que je pense qu'à ce niveau-là, je suis pire que toi. Je pense vraiment que j'ai un côté extrême par rapport au regard de l'autre et que j'ai un côté tout ou rien. Donc, c'est-à-dire, soit je vais écouter une personne à 300%, ce qui est le piège chez moi, ou à l'inverse, je ne vais même pas la considérer. Donc, on peut avoir aussi des avis très tranchés par rapport au regard de l'autre. Par rapport à ta question, à quel moment on est imprégné du regard de l'autre? Je dirais, en tant que coach énergéticien, c'est dès la naissance, voire même avant.
C'est-à-dire qu'une maman qui porte un regard sur son enfant, il y a des études, je pense même scientifiques, qui commencent à le montrer, le lien entre comment la maman imprègne son corps et son bébé d'amour, ou à l'inverse, est-ce qu'elle voulait un enfant? Est-ce qu'elle ne le voulait pas? Oui. Dans quel contexte elle vit? Déjà là, ça commence à bouger. Parce qu'on l'observe dans les consultations au fur et à mesure du temps, ce sujet, dès qu'il y a un problème à la naissance, dès qu'il y a un problème dans la petite enfance, clac, ça bug. Alors, il ne faut pas non plus être en mode mélodrame sur ma maman, elle a été malade quand j'étais plus petit, donc du coup, elle ne s'est pas occupée de moi. Là, effectivement, ça peut déclencher quelque chose, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est insurmontable, que du contraire. Il faut apprendre à se rappeler que l'amour de soi est la meilleure clé face au regard de l'autre. Parce qu'à partir du moment où tu t'aimes, d'office, tu es libre du regard de l'autre. Ah oui, ça c'est vrai. Mais c'est quoi l'impact? Donc toi, tu dis que la maman, enfin, dès la conception et dès la construction du bébé, le regard de la maman a de l'importance et va déjà donc jouer énergétiquement sur le bébé. Le regard du père aussi, hein, évidemment. Ouais. Ça a quoi comme conséquence dans la vie de gens du coup que tu as accompagnés? C'est que ça a pris plus de place si la maman ne voulait pas le bébé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que si la maman elle veut pas le bébé, elle tombe enceinte, peu importe que ça vient de voilà un accident, d'un viol ou de choses comme ça. L'enfant va avoir une jauge, on va dire ça comme ça, de sensibilité au regard de l'autre qui va être plus important qu'une personne qui est née dans un foyer plus bienveillant, avec une maman qui attendait l'enfant, avec beaucoup d'amour, tu vois? Alors ça, c'est une vraie question, hein. Je dirais qu'on va retrouver une majorité de personnes qui ont une sensibilité au regard de l'autre quand il a eu un manque d'amour. Ok. Le manque d'amour ne veut pas dire que la maman n'a pas donné d'amour. Ça veut dire comment la personne l'a ressenti et l'a perçu. Si on prend par exemple des familles où il y a 4-5 enfants, il y en a qui arrive le 6e, la raouette comme on dit. Ben, celui-là, c'est pas qu'il il est juste imprévu. On dit parfois, oui, mais ma maman ne m'a pas désiré. Bah, désirer, oui, et au 5e ou au 6e, t'es pas en train de te dire normalement, tiens, tu sais quoi, je vais encore en faire un. Il arrive, bon, bah, on sait comment ça arrive, mais l'idée, c'est, ok, dans ma perception, je n'ai pas été attendu. Et donc, on crée ce qu'on appelle des attentes. L'attente, c'est le regard de l'autre, forcément, et on risque en général de mener des actions pour plaire à l'autre. Plaire à l'autre, ça peut être à son père, à ses amis, à sa compagne, à son compagnon, et d'aller chercher systématiquement quelque chose qui va faire plaisir à l'autre plutôt qu'à soi. Alors parfois, on a des mécanismes un peu piégeants qui est l'avantage caché. Quand j'aide quelqu'un, je me sens utile. Et donc du coup, on tombe dans le schéma saboteur de je vais aider l'autre parce que du coup, l'autre va me reconnaître et va m'aimer. Et je me sens bien avec ça. Le problème de ça, c'est que c'est une quête au sans fin. J'ai toujours besoin de plus parce qu'en fait, ça ne vient pas nourrir mon intérieur, ça vient nourrir mon ego. Intéressant ce que tu dis parce que Et ça donc, me parle. voilà. Et l'idée, en fait, c'est que on va toujours vouloir en faire plus Oui. pour correspondre à l'image et à l'attente de l'autre plutôt qu'à notre propre image. Alors forcément, bah, la clé, parce que c'est bien de le dire, mais la clé, c'est quoi? C'est se connaître, avoir l'image, enlever des vieilles croûtes que les autres ont posées sur nous et qu'on a laissé nous poser. C'est important aussi de reprendre sa responsabilité en se disant, bah, l'image de moi que je veux montrer, que je veux créer, c'est laquelle? C'est quoi? Moi, Lucas, c'est qui? C'est comment? C'est quelle valeur? C'est quel fonctionnement? Et à mon sens, tant qu'il n'y a pas cette introspection qui ne demande pas un temps de dingue et qui ne demande pas un effort, une souffrance, un machin, ça peut être très léger, très agréable parce que dès qu'on se reconnaît, on ressent à l'intérieur dans son corps cette vibration de joie et du cœur où en fait, le mot qui sort souvent, c'est « je me sens moi et aligné ». Et dès que tu as ça, en fait, moi je dis toujours, tu le sais parce que tu le vis. C'est dans ton corps. Il n'y a pas vraiment... Enfin, on peut mettre des mots, hein, évidemment, mais la sensation intérieure de... Tu es pleinement aligné avec toi-même. Et on dit souvent aussi que quand tu es aligné avec toi-même, l'univers t'envoie ce qui est bon pour toi. À l'inverse, quand tu es hors chemin, l'univers t'envoie des expériences, des épreuves pour te dire reviens sur ton droit chemin. Et puis après, on pourrait faire un débat aussi sur tiens, est-ce que quand tu sors du droit chemin que l'univers t'a tracé, est-ce que c'est bien, pas bien avec la résilience et tout? On aurait des avis, à mon avis, très différents. Donc je dirais, bah,
cette clé par rapport à la connaissance de soi, il y a différentes sortes. On peut aller sur des techniques plus classiques, psychologie, etc. On peut lire des bouquins parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un accompagnant pour ça aussi. La reconnaissance par rapport à la lecture, quand on est plutôt introverti, ça connecte un monde intérieur extrêmement puissant, donc ça fait grandir. Ça peut être aussi, comme on disait, avec des coachs. Moi, j'utilise énormément la numéro parce que je trouve que c'est un outil qui permet de faire comprendre à soi quelles clés on peut aller chercher, mais aussi l'expliquer à l'autre. Parce que parfois, tu as quelqu'un qui te donne... Ma grand-mère, par exemple, elle adorait nous faire manger. Ah, ben c'était une manière, en fait, d'exprimer de l'amour. Ben, j'ai peut-être pas entendu «je t'aime», mais par contre, est-ce que tu as envie de manger un petit bout? C'est ce qu'on appelle un langage de l'amour. Et tu as des compagnons, des compagnes qui parfois veulent faire plaisir, veulent aider son conjoint ou sa compagne quand on est en difficulté. Mais ils savent pas comment faire, ils n'ont pas de décodage, si on peut dire. Et donc, apprendre pour soi et pouvoir aussi l'exprimer à l'autre, c'est la clé, hein, clairement. Parce que sinon, ils vont toujours vouloir faire dans le même sens et ils ont dit «T'as toujours fonctionné comme ça». Oui, c'est pas pour autant que c'était bon. Je pense que vis-à-vis de l'extérieur, j'ai appris au fur et à mesure du temps à diminuer ma jauge de sensibilité sur le regard de l'autre, mais de l'autre de l'extérieur. Parce que dans la famille proche, dans les amis proches, là, le regard, il est quand même, chez moi, encore impactant. C'est-à-dire que si mon papa, il vient me dire un jour, ma chérie, t'as fait de la merde, je vais pas être bien, quoi. Ouais. Que le voisin me dit, t'as fait de la merde, ouais, super, regarde la tienne. Mais si c'est mon papa qui vient porter un jugement sur sa fille qui serait, entre guillemets, un peu négatif ou quoi, là, ça m'impacterait beaucoup. Ou mes enfants, mon homme, enfin... Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quel est le pouvoir que l'on laisse à l'autre à partir de soi. Donc ça veut dire que je laisse du pouvoir à ma famille, à Exactement. mes proches. Et c'est bon, et c'est pas bon. Ça Ok. dépend en fait à quel moment ça te pose problème. On ne guérit pas quelque chose qui n'est pas malade. Oui, ça me pose pas de problème. Parce que... Non, ça me pose pas de problème. Tu vois, moi par contre, j'ai une famille qui est avec des avis parfois très tranchés sur quand j'ai dit que j'étais énergéticien alors que j'avais un parcours tracé dans l'immobilier carré, très concret. Je ne me rappelle pas d'avoir entendu beaucoup, j'en ai entendu, il faut quand même le dire, mais j'en ai qui m'ont dit est-ce que ça va? Est-ce qu'il faut t'interner? Est-ce que comment ça se passe? Ouais. Alors que maintenant, ils sont tous en train de m'envoyer oui, mais non, mais va chez lui parce qu'il va t'aider à faire ça, faire ça. Donc, c'est assez marrant la perception des proches. Moi, par exemple, j'avais une relation à mon père qui était extrêmement compliquée. On ne vibrait pas, on ne fonctionnait absolument pas pareil pour rester dans un cadre bienveillant. Bien, surtout s'il me disait quelque chose de positif, je me méfiais. Oui, à ce point-là. Ah bah oui, parce que c'était complètement inhabituel et c'était surtout, il y a quelque chose derrière qui n'était pas... on allait me demander quelque chose. Parce que sous prétexte de bienveillance, parfois, il y a cette relation à la manip. Je vais un peu faire monter l'ego de quelqu'un pour lui demander quelque chose. Donc le regard de l'autre, je le laisse faire là, à ce moment-là. Et j'en parfois en sauveur. Ou à l'inverse, quand j'avais quelque chose qui était dit négatif, mais comment on peut avoir un examen de repêchage en religion, par exemple? Bon, je ne l'ai pas eu, mais... parce que j'avais des points suffisamment à l'époque, mais c'est des trucs que j'ai entendus. Donc au final, le regard qu'on laisse aux proches, je pense que c'est le plus impactant, mais c'est le plus bienveillant ou le plus toxique. Oui. Après, les personnes toxiques, elles sont sorties de ma vie, donc T'en as fait le tri, ouais. voilà. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Lucas, tu viens de parler de ton business. Donc, quand tu as annoncé à ton entourage que tu quittais l'immobilier pour l'énergétique, pour les personnes qui nous écoutent justement, qui ont ce problème du regard des autres pour lancer leur business, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Parce que tu nous parles de chanter à fond les ballons dans ta voiture, mais J'ai pas fait que chanter. voilà. Qu'est-ce que tu as fait en fait? En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, la connaissance de soi. Parce que quand on me voit, j'ai un parcours qui est atypique. Donc je fonctionne différemment des autres. Je pense que c'est relativement facile quand on me connaît de comprendre que j'ai des multipotentiels et que m'enfermer est quelque chose qui va me faire de plus en plus de mal. Quand on me dit par exemple, tu devrais faire uniquement ça. Quand j'ai démarré, donc je suis énergéticien. Du jour au lendemain, ma vie a changé. Donc ça, j'en parlerai peut-être dans un autre podcast. Mais l'idée, c'est que je suis passé de cartésien à ultra ouvert. Je n'ai pas perdu le côté cartésien, je le garde parce que je l'aime et j'aime aussi mon côté éveillé et ouvrant. Là où en fait ça a été parfois compliqué, c'est que quand j'ai appris des techniques au fur et à mesure du temps, on m'a dit cible, on m'a dit va dans quelque chose qui est uniquement ça, soit hypnothérapeute, soit coach, soit énergéticien,
un des trois. Et en fait, je ne sais pas faire ça. Tu ne sais pas faire de choix. Je sais faire des choix. Mon choix est d'utiliser l'ensemble de mes Oui, potentiels. oui, en fait. Tu vois? Et Là, elle fait la réflexion par rapport aux achats de chemises et au nombre impressionnant des achats de Ah chemises de ça, Lucas. j'adore. J'ai un côté effectivement extrêmement compulsif parce que j'adore me faire plaisir. Quand on va dire ça, c'est un peu marrant, mais d'une certaine manière, euh, moi, quand je m'achète quelque chose, quand je vois que quelque chose fait du bien autour de moi, je le fais, je l'applique. Par contre, j'ai entendu énormément de personnes me dire: ah oui, mais tu devrais faire attention, tu devrais faire tchac, pense à tchic, pense à être en... Je déteste ce mot, donc du coup, je l'oublie. La restriction, voilà. C'est un mot qui est chez moi à bannir et j'invite toute personne qui pense que par sécurité, tu devrais faire attention, tu devrais faire tchic. En fait, c'est juste des freins à avancer dans la Et vie. c'est des freins à l'abondance, on est d'accord? Mais c'est non seulement des freins à l'abondance, mais c'est des freins à soi-même. Et en fait, on apprend à la personne à ce moment-là à se quitter, à sortir de son empreinte, à sortir de son essence. Et moi, je milite d'une manière très affirmée et très émotionnelle sur apprenez à faire ce qui est bon pour vous, parce que dans mon fonctionnement, dans mon énergie, plus je vais faire circuler l'énergie, plus les choses viennent. Dès que j'ai été dans la restriction, tout bug. Et pourquoi, toi qui es comme un spécialiste là-dedans, les gens, ils critiquent? Pourquoi ils se permettent toujours de critiquer l'autre? Pourquoi, quand on regarde quelque chose, on va critiquer avec un regard et un jugement comme ça sur l'action de la personne, sur la façon dont il est habillé, sur la façon dont il est coiffé, sur les réseaux sociaux, on n'en parle même pas. Ouais, Mais c'est sûr. pourquoi l'humain, il critique comme ça? C'est un problème d'ego chez la personne? C'est quoi? Pas que. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le côté éducationnel. Donc, c'est-à-dire, Ok. on apprend à dire les choses. Ah oui, mais ce serait bien que tu sois comme ça. Ce serait bien que tu sois habillé de la telle manière. Ce serait bien que tu fasses tel choix d'études. Parce qu'en fait, il y a une forme de bienveillance au départ. Au départ, hein. Au départ, il y a une forme de bienveillance parce que quand on est parent, normalement, Oui. on veut le meilleur pour ses enfants. Et donc, le meilleur, le prisme du meilleur, il y a 20 ans, c'était faire des études. Mhm. Il y a maintenant, on va peut-être pas redire la même chose, on va peut-être penser autrement. Mais le prisme éducationnel est hyper important. Il y a effectivement le prisme de l'ego, où l'ego, bah, évidemment, quand on dit à quelqu'un, euh, enfin, je souhaite pour que moi je sois heureux que tu fasses ça, on prend le pouvoir sur l'autre. Mais on ne se rend pas toujours compte. Il ne faut pas rentrer dans le côté tes parents t'ont dit ça, tes enfants t'ont dit ça. C'est plus, ils veulent par bienveillance pour l'autre. Et ils ne savent juste pas en fait demander, tiens, qu'est-ce qui toi te fait du bien? Qu'est-ce qui toi te fait plaisir? Comment toi t'arrives à te ressourcer? Parce qu'en fait, eux-mêmes ne le savent pas pour eux. Donc ils n'envisagent même pas qu'il y ait peut-être une grille de lecture qui soit différente entre un enfant, un parent, un ami. Les grilles sont différentes et on n'a pas appris aux gens à lire les grilles des autres. Donc forcément, bah, on fait quoi? On le fait par bienveillance pour le bien. Ok, mais ça marche pas. Donc, on pourrait dire à tous les enfants de ne plus écouter leurs parents. On pourrait Ben dire, oui. on pourrait dire, j'adore. C'est le meilleur conseil qu'on va leur donner. On- N'écoutez pas vos pourrait, parents. on pourrait dire à chaque parent, apprenez à regarder votre enfant sans savoir que c'est vous, mais de quoi lui a besoin. Alors, je ne rentre pas dans le côté tout est OK, rien n'est OK. C'est pas ça l'idée. C'est de comprendre le mécanisme de son enfant en se disant ce que je pense n'est peut-être pas le meilleur pour lui. Oui, et c'est compliqué quand on est parent, parce qu'il y a cette protection, cette surprotection qui peut Ouais, et qui, en être fait, là ouais, et qui est nocif, enfin, je trouve. qui vient de l'ego. Et Oh. plus on laisse l'autonomie à l'enfant, et je trouve que plus il peut s'éclore et s'épanouir lui-même et faire des choix qui sont beaucoup plus alignés au final à qui ils sont. C'est hyper important ce que tu dis parce que tu parles de protection. Ouais. En fait, si on prend les gens qui cherchent la protection et la sécurité, c'est un truc que plein de gens recherchent dans leur business et dans leur fonctionnement. Mais en fait, à quel moment tu es en danger? Oui, c'est ça. À quel moment tu es en danger? À quel moment ton enfant est en danger? Et c'est souvent des projections personnelles où en fait c'est pour soi, hein, c'est pour soi qu'on veut que son enfant soit protégé. C'est pas pour l'enfant techniquement. C'est oui, évidemment, on ne veut rien qui lui arrive de négatif. Mais factuellement parlant, un enfant, quand il apprend à rouler en vélo,
il va tomber. Mhm. Ça fait partie de l'histoire. Il a besoin de tomber pour remonter. Mhm. Comme dans le business. Ouais. Tu as besoin de tomber pour remonter. Mais si on protège tout le temps tout le monde, bah, c'est pour soi qu'on le fait. Mhm. C'est pas pour l'enfant, c'est pas pour la compagne, c'est pour uniquement notre ego. C'est ça qui est difficile parfois à entendre. Mhm. C'est que si on fait vraiment une réelle remise en question de soi-même, c'est qu'est-ce que je projette sur l'autre. Ouais. À l'inverse, quand je projette pas et que je laisse cet espace à l'autre pour se déployer, il y a ce qu'on appelle la zone de rencontre. Et là, le lien d'amour pur, Mhm. ce fameux lien que je trouve extrêmement compliqué à vivre entre humains parce qu'on a tous nos prismes, mais ce lien-là de pur amour et d'accueil de l'autre, il est surpuissant. Mhm. Et c'est là où ça fait des relations merveilleuses. Ouais. C'est ça qui est assez sympa. Ouais. Tu pourrais aussi, pas vous- tous les deux, hein, là aussi, vous pourriez expliquer la différence entre être influencé par les autres Mhm. et être inspiré. Donc, être influencé au point de s'oublier et être inspiré par les autres. Tu vois ce que je veux dire? Emma, vas-y, tu fais quoi? Alors, moi, l'inspiration, ça va me motiver. Tu vois, ça va, si je suis inspirée par quelqu'un, Mhm. c'est quelque chose qui va me motiver. Oui. Ah, mais toi, tu as réussi à le faire. Bah, si toi, tu as réussi à le faire, moi aussi, je peux le faire. Tu vois, je suis plutôt en mode ah ouais, c'est possible, alors je vais le faire. C'est Ça, pas- c'est. C'est pas être envieuse, ça n'a rien Ah à non, voir. non, non. On est d'accord. Ah non, parce que ça, par contre, je connais pas, moi. Tu vois, je ne suis pas jaloux de quelqu'un qui a réussi, je ne suis pas jaloux de quelqu'un qui a une belle voiture ou une belle maison, etc. Tant mieux pour lui. Ah oui, mais alors Ok. là, félicitations. Si par contre, quelqu'un a un niveau de business qui m'intéresse, je vais lui poser toutes les questions pour savoir, pour connaître son parcours, comment il a fait, quel truc, astuce j'aurais pas encore, tu vois. Je vais plutôt être curieuse. Donc, je vais être inspirée. Influencer, c'est quand... ça, c'est mon avis, hein, je sais pas si c'est comme ça, mais si je me fais influencer par quelqu'un, ça veut dire que je serai plutôt hésitante sur une position ou l'autre et que je vais écouter l'avis de l'autre pour pouvoir prendre ma décision. Oui, c'est ça, ce ne sont pas tes choix. Alors du coup, est-ce que c'est vraiment les choix? Des fois, on dit que choisir son conseiller, c'est choisir son conseil. 1000 fois. 1000 fois. Il y a des gens à qui tu... Enfin, je sais très bien à qui je me pose le conseil. Enfin, D'ailleurs, quand il doit acheter quelque chose, il m'appelle. Il dit là, est-ce que tu penses que, c'est que vrai. je dois m'acheter C'est telle vrai. pierre? Je dis, Il y a- je pense que c'est indispensable pour ton business. C'est vrai. Où sont mes cailloux? En fait, je pense que dans le côté inspiration, il y a une chose, c'est je vais chercher à l'extérieur et dans le monde qu'est-ce qui va m'aider à me créer moi et me créer des valeurs. Influencer, c'est la place qu'on laisse à l'autre, forcément, en se disant bah, cette personne-là, elle a un courant qui m'intéresse, je vais aller le chercher parce que je pense que ça va me correspondre. Et l'influence n'a aucun problème à partir du moment où on est clair avec soi-même. Mhm. Parce que l'influence, bah, moi, j'ai de l'influence sur Laurent, j'ai de Mhm. l'influence sur Catherine, Mhm. vous avez de l'influence sur moi, et tant mieux. Et c'est positif. Parce ouais. que si j'avais pas eu des personnes influentes dans ma vie, je sais pas où j'en serais. Est-ce que Mhm. ce serait mieux, est-ce que ce serait moins bon? J'ai l'impression aujourd'hui avec ma croyance que si je n'avais pas eu les influences extérieures que j'ai eues, Mhm. ce serait moins bien. Ok. Parce que bah, j'ai eu des personnes qui m'ont élevé en termes éducationnels au niveau financier. J'ai eu des valeurs transmises. Ma maman m'a transmis beaucoup de valeurs. Mon père aussi m'a transmis des valeurs. Mes amis m'ont transmis des valeurs. Mhm. Donc il y a eu énormément d'influence. Mais quelle influence, j'ai envie de dire un peu toxique, on va dire ça comme Mhm. ça, j'ai laissé entrer en moi. Mhm. Et c'est juste ça la différence. C'est qu'il n'y a aucune influence négative à partir du moment où elle est bonne quand on le sait. Quand on Ouais. sait à l'intérieur que c'est OK, c'est bon. Mais pour ça, oui, faut pas se mentir, hein, faut bosser. Ouais. Et Faut toi, pas- Catherine, tu te laisses influencer ou inspirer? Je vais dire que longtemps, oui, je me laissais influencer. Ok. Parce que j'en avais déjà parlé dans un podcast, j'attendais toujours le retour des autres, la réponse des autres. Et je me dis, puisque je ne savais pas faire des choix, je me dis, ils faisaient les choix à ma place, ils me donnaient la bonne réponse. Mhm. Et donc, c'était influence totale, quoi, 100%. J'aurais pu très mal tourner, on est bien d'accord. Parce que, Comme à Poudlard, t'aurais pu devenir Voldemort. au pire. Donc, oui, ça peut être dangereux, j'ai envie de dire. Et
Et maintenant, bon, j'ai travaillé sur moi, grâce à Lucas, grâce à Laurence, et je fais mes choix, mes propres choix. Donc, du coup, je m'inspire beaucoup et je trouve ça tellement puissant de ne plus se dire « Ok, j'écoute cette personne-là, tout ce qu'elle me dit, c'est parfait, c'est tip-top, alors que ça ne me correspond pas. Mais puisque cette personne le dit, ok, je vais le faire. » Et maintenant, j'arrive à me dire « Ok, je demande l'avis et j'en fais ce que je veux. » Donc là, c'est plus de l'écoute, c'est plus faire mes choix parce que j'ai appris à me connaître, comme Lucas le disait. Je crois que c'est la base, en fait. C'est clairement Ouais. la base. C'est la base de tout business. Oui. Hein. C'est la base de toute expérience. Si tu te connais, il n'y a pas de souci, en fait. Et c'est aussi les émotions qu'on ressent quand on a fait ça. Quand on sort de cette difficulté du regard de l'autre. Moi, je crois que c'est un des enjeux majeurs. C'est un des plus gros trucs chez moi. Le regard et la critique que l'on me renvoie. Et je pense que je suis critiqué environ 50 fois par semaine sur est-ce que j'ai fait mes cheveux comme ça? Est-ce que j'ai fait tel choix? T'as été à tel resto, mais t'as mangé quoi? C'est un truc qui est hyper présent. Ouais. C'est l'abus de l'alcool. Ouais. Je rappelle que boire, il faut boire avec modération, même s'il est un peu chiant. L'idée, c'est plus de se dire, tiens, on va pas changer l'autre. Par contre, on peut se changer soi. Et l'émotion, la sensation d'alignement, pour moi, elle n'a pas de prix. Ouais, c'est vrai. C'est reconnaître qu'on a fonctionné dans quelque chose qui ne nous correspondait pas. Et maintenant, de se dire, on est pleinement aligné avec nous-mêmes. Alors, on sait qu'on va évoluer encore. Hein, jusqu'au moment où on meurt, on évolue. Mais quel bonheur de ressentir cette sensation au quotidien, cette légèreté, cette puissance aussi. Parce que à l'intérieur de toi, quand tu sens que tu es aligné, tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Alors, il ne faut pas attendre que les choses s'ouvrent. Il faut passer à l'action, on le dit. L'action, je pense qu'on le dit suffisamment et peut-être pas encore assez, en fait, finalement. Mais cet alignement, je pense qu'on le sait. Moi, quand je t'ai rencontré, Laurence, je ne pense pas que j'étais désaligné. Mais par contre, l'influence que tu m'as amenée au niveau du business pour oser prendre sa place, prendre sa valeur, parler tarifs, parler argent, parce qu'avant, on m'a parlé d'argent, je n'osais pas. Alors maintenant, j'en parle parfois beaucoup. Mais en même temps, je me dis, je suis tellement heureux dans ma vie que la seule chose qui me manque un peu, c'est l'outil. Et donc, je ne vais pas parler d'autre chose que je n'ai pas. Je vais parler de l'outil qui me permet de me dire, si j'ai envie de partir à Bali, d'envoyer des amis avec moi dans un voyage de dingue, parce que je peux me le permettre et que ça me fait du bien, en avant. Hein. Ouais, c'est ça. Tu parles de chiffres. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur vos cartes, on a, avec notre petit texte, on a chacun un chiffre. Oui. Donc moi, j'ai le chiffre 3. 6. Et moi, le 4. Alors, on va retenir ce chiffre. Ouais. Et je vous propose d'en rester là sur le regard de l'autre et de préparer un podcast sur la numérologie dans le business. Ah ouais. Et de voir l'impact des chiffres sur votre business. Tu me chauffes. Ouais. Donc, un petit mot de la fin. Écoute, moi, j'ai envie de dire, avec le regard des autres, on a un problème, ok, ça se travaille. Il y a des personnes qui sont super compétentes pour ça. Donc, une fois qu'on a appris à se connaître, on a un regard sur la personne que l'on est par après, mais complètement différent. Et on prend confiance en soi. Donc, la personne qui a un souci avec le regard des autres, une seule chose, n'hésitez pas à en parler autour de vous et éventuellement à consulter, vous faire accompagner pour que ça change. Allez, mon petit mot. Plus vous passez du temps à vivre dans le regard de l'autre, moins vous vivez votre vie, moins vous avez de belles émotions. Et à l'inverse, plus vous vivez votre vie avec votre regard, plus la légèreté, la positivité va s'accueillir dans votre vie. Merci à tous les deux. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si on osait, à partager le podcast, à en parler autour de vous. Vous pouvez faire des commentaires si vous avez des sujets intéressants. Petit clin d'œil à notre chérie Eva. On t'a écouté et donc le prochain podcast sera sur le thème que tu nous as demandé. À bientôt.